Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Un café avec un bon Gus. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Vidal du groupe Le Riverain. Salut Mathieu, Bonjour. ça va bien aujourd'hui? Oui, toi? Très bien. Groupe Le Riverain, situé à Trois-Rivières. Trois-Rivières, Lanaudière et depuis un peu plus d'un an, dans la région de Drummondville. Fait que ça fait pas mal de kilométrage à courir. Pas mal. Écoute, dis-moi, avant de plonger, je remets en perspective toujours la raison d'être du podcast. Le but, c'est de pas trop parler de l'opération, puis on sait ce qu'on fait. On connaît Gus. Le but, c'est de parler de Mathieu. C'est qui ça, Mathieu? C'est quoi ce bébête-là? Ça vient d'où, le groupe Le Riverain? Depuis quand ça existe? C'est arrivé quand dans l'histoire? C'est devenu quand? Fait on va se jaser avec un bon café aujourd'hui. Puis, on va en savoir plus sur le président de groupe Le Riverain. Parfait. Let's go. Fait que groupe Le Riverain, année de fondation, ou précisément? L'année de fondation, ça fait au-dessus de 31 ans que c'est ouvert. À l'origine, c'est Martin Dion, Stéphane Béliveau qui était propriétaire. Moi, j'ai embarqué dans l'aventure il y a 26 ans, 14 février 2000. Facile à calculer Wow. à ce niveau-là. Puis j'ai commencé vraiment en bas d'échelle. Moi, mon objectif, avant d'embarquer dans le riverain, je m'avais parti une petite compagnie de nettoyage de tapis. Donc, toi, tu t'étais parti ça sur le... En fait, c'était pas dans le riverain. J'étais pas dans le riverain OK. à ce moment-là. J'ai commencé sur le nettoyage de tapis à mon compte. Comme que c'était un petit peu difficile de faire du 40 heures semaine, Groupe Le Riverain, ils ont eu un très gros contrat dans la Nazière. Et j'ai été donné mon nom vu que j'avais de l'expérience déjà dans l'après-sinistre, mais moi, c'est un passage temporaire. OK. C'était pas prévu que tu restes. C'était pas prévu. C'était un bel échec. Oui. Fait que donc début 2000, Oui. t'es rentré là. Donc, c'était déjà un franchisé Gus à l'époque. Oui. Groupe Le Riverain. Et toi, t'es arrivé début 2000, puis t'es resté attaché. Attaché, mais ils m'ont attaché aussi. Fait que t'es rentré vite actionnaire? Non, ça OK. fait du temps. Ça fait 9 ans que je suis actionnaire. OK. Mais au tout début, moi, j'ai vraiment commencé en bas d'échelle. À un moment donné, ma compagnie ne levait pas. Puis je réussissais pareil à en faire un peu. Mais leur technicien en nettoyage de tapis a tombé en congé de maladie. Martin, à l'époque, me demandé si je voulais prendre le poste temporaire pour leur aider, mais on avait une très bonne entente entre moi et lui. Je faisais mes propres contrats dans la journée. Après ça, j'arrivais à l'entrepôt, je me changeais, j'embarquais dans l'uniforme, puis j'allais faire des contrats De soir. de soir, d'après-midi. Wow. Quand j'avais un call pour perso, j'appelais l'adjointe, je me disais c'est quoi mon horaire de demain ou après-demain. Je me bouquais. Après ça, à partir de 10 heures, j'arrivais au bureau. Je partais sur ma run de nettoyage. Après sinistre. Oui. Combien de temps ça a duré? T'sais, à quel moment t'as dit je peux plus faire les deux, là? Ça devient. T'as fait 2-3 ans. Ben, Martin me disait tout le temps, un jour, tu vas avoir assez d'ouvrages que tu pourras pas. Tu vas laisser de côté ton expérience d'entreprise. Martin a eu raison. Oui. Puis comment ça a évolué tout ça? Une fois que tu es rentré là, comme temps plein, avez-vous, Groupe Le Riverain, à l'époque, ça s'appelait pas Groupe Le Riverain, ça s'appelait Nettoyage Le Riverain ou... Nettoyage de riverain. Offriez-vous le service de nettoyage de tapis à un certain moment donné? Oui, mais dans le temps que j'ai commencé, les runs de tapis qu'on appelait, moi, je partais du mois de mai jusqu'en novembre. J'avais pratiquement du 40 heures semaine sur le nettoyage de tapis, me rembourrer. Avant que tout le monde change pour des carpettes, change pour des divans en cuir. Là, aujourd'hui, c'est pratiquement pas viable de faire ça à temps plein. Ouais. Mais tranquillement, pas vite, mais j'avais toujours mes runs, mais j'ai toujours voulu évoluer dans l'entreprise. Mais comme j'étais sur le tapis, à chaque fois qu'il y avait une urgence de godouche, c'était facilement débarquable, ils pouvaient facilement m'envoyer faire l'urgence. Ouais. Je me suis spécialisé plus en dégâts d'eau au départ, là, sur l'assèchement, l'aspiration. Ça a vraiment été
ton champ d'expertise. Oui, au départ, oui. Puis ça a évolué comment au fil des 20 dernières années? Ça a évolué que il y a un jour, j'étais les voir. Je dis là, ça fait au-dessus de 7-8 ans que je fais du nettoyage de tapis. Je veux changer, je veux comprendre l'incendie. Parce que mon objectif, c'était toujours d'embarquer, d'arriver un jour dans les bureaux pour devenir chargé de projet. Ça a toujours été mon objectif principal. Et quand j'ai été les voir, je dis là, on va trouver un remplaçant sur le nettoyage de tapis parce que je veux comprendre le feu. Je veux aller sur le terrain plus temps plein pour être capable d'évoluer et de grimper. OK. C'est pas mal la direction qu'on a pris par après. Je l'ai fait quelques années. Il y a eu une ouverture dans les bureaux par après. Ils m'ont approché. Et ils m'ont toujours dit qu'un jour, ils pensaient à moi pour la relève. Mais je savais pas trop comment qu'ils voulaient se diriger. Je laissais aller les choses parce que je suis quand même un gars qui me laisse guider. Je suis pas, j'essaie pas trop de devancer des choses dans la vie. Et un jour, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, mais veux-tu prendre, on est prêt à commencer à penser à notre retraite. OK. Veux-tu commencer à racheter? Puis on s'est mis un plan commun. C'est comme ça que j'ai rentré dans l'entreprise en tant que copropriétaire. Très cool. Ça fait 9 ans. Oui. Fait qu'il y a eu beaucoup de loyauté de part et d'autre. Oui. C'est le fun, ça. Puis là, quand tu es rentré dans l'actionnariat du Riverain, ça veut dire que ça nous amène au couteau de quoi, 2016-17, dans ces eaux-là. Oui. Est-ce que ton rôle a changé ou tu as gardé le même rôle? Au tout départ, je gardais le même rôle, mais le groupe Le Riverain prenait un gros virage quand j'ai commencé à être actionnaire. OK. On a pris le virage de construction aussi. C'est pas mal dans le même temps. Mon rôle, moi, Martin m'a toujours demandé qu'est-ce que je voulais faire, si je voulais rester comme chargé de projet ou si je voulais comprendre administratif. J'ai fait chargé de projet quelques années. Après ça, j'ai décidé de faire le switch vraiment dans les bureaux pour être sûr que quand ils quitteraient, que je sois capable de prendre le lead puis de Diriger comprendre bien comme il faut. l'ensemble de l'entreprise. Oui. Tous les secteurs, parce qu'il y a le volet urgence, nettoyage et le volet construction. Fait qu'à à ton début, il n'y avait pas tant de construction ou de reconstruction qui était faite, c'est ça? Non, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas. Il y a 9 ans, ils se sont associés. En même temps que moi, je rentrais actionnaire, ils se sont associés avec Christian ou quelques années avant. Mais après ça, avec Christian Vincent, qui dirigeait la construction. Moi, j'ai rentré par après. Puis, depuis ce temps-là, on a fait des deux services. Magnifique. Donc, aujourd'hui, Groupe Le Riverain, c'est tout le volet urgence, incluant le contenu et la reconstruction. Oui, mais sauf que c'est deux branches bien différentes à ce niveau-là. Nous Des autres, c'est équipes. deux départements bien différents. Mais dans la même entreprise. Dans la même entreprise. Et tu parlais de trois secteurs géographiques, la Nodière, dont Trois-Rivières et Drummondville. Est-ce que c'est des emplacements, des adresses différentes, des équipes différentes? Oui, on a 3 bureaux d'affaires. La maison mère est à Trois-Rivières, en plein centre des deux villes. On a nos équipes à Joliette et à Drummondville. Ouais. Et qu'est-ce qui nous permet, en temps de crise, en tant que surcharge d'ouvrage, on est capable de monopoliser plus de monde, de les transférer d'un territoire à l'autre pour venir s'entraider. Les appareils, la même chose. On est capable d'avoir accès à plus d'appareils, plus une plus grosse équipe de frappe à ce niveau-là. Plus d'agilité. Oui. Et tu couvres aussi d'autres territoires, hein, comme Shawinigan, et tu peux t'étendre un peu plus en cas de besoin. Oui, ben on couvre la grande région de Mauricie. Oui, exact. On couvre jusqu'à Trois-Rives, on couvre jusqu'à Saint-Anne-de-Pérade, 140. La rive sud de Trois-Rivières aussi. Qu'est-ce que Drummondville vient nous rejoindre en tant que territoire? Trois-Rivières est vraiment l'emplacement centralisé. C'est eux qui vont venir aider soit à Joliette, soit à Drummondville, vu qu'on est central à ce niveau-là. La majorité des équipements sont à Trois-Rivières.
Et de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est plus grosse à Trois-Rivières, Ouais, c'est ça. mais tous les appareils sont dispatchés d'une façon équitable d'un territoire à Ça. l'autre, sauf par moment, quand on en manque, on rapatrie OK. à gauche, à droite. OK. Comment ça vient avec des défis, avoir plus qu'une adresse? Donc, des équipes qui sont à différentes adresses. Est-ce que c'est quoi vos défis du quotidien, tu sais, en termes de gestion de ressources humaines, entre autres? Tu sais, les équipements, c'est une chose. Un équipement n'a pas beaucoup d'émotions en général. Comment on gère la portion humaine de, tu sais, faites-vous des rassemblements de groupes? Est-ce que entre les équipes, est-ce que tout le monde se reconnaît dans l'équipe, tu sais, parce que ça vient avec des défis d'avoir différents bureaux à différents endroits, là? On essaie que tout le monde se parle. C'est sûr que Joliette, Trois-Rivières, vu que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, se connaissent un peu puis travaillent un peu plus en synergie. On inclut de plus en plus Drummondville aussi dans nos opérations. C'est plus récent, là, C'est plus Drummondville. récent. Les employés de nettoyage viennent nous rejoindre sur le terrain à Trois-Rivières pour comprendre notre fonctionnement puis essayer de s'uniformiser et fusionner ensemble comme il faut. Mhm. C'est sûr que la construction, c'est un petit monde à part vis-à-vis du nettoyage. Nous autres, c'est un peu séparé, mais on essaie toujours de tout ce qui est parti ou on essaie que tout le monde soit tout ensemble pour créer des liens un peu plus serrés à ce niveau-là. Hum. Et dis-moi, parce que de l'après-sinistre, c'est quand même un monde particulier. Ce qu'on vit à tous les jours, c'est intense, c'est l'urgence, faut être là. Ce qu'on croise à chaque jour, c'est de l'émotion chez les clients, c'est de l'anxiété, c'est du stress, c'est de la peur. Comment tu vis ça? Comment tu as vécu ça dans les 20 quelques dernières années? Tu sais, faire face à ça tous les jours, qu'est-ce que ça prend, puis comment toi tu vis ça? Faut être calme pour travailler dans le sinistre. Faut être capable de camoufler ses émotions, de montrer aux clients qu'on est solide, qu'on les comprend. Moi, je dis souvent à mes équipes que c'est le plus beau métier du monde. Parce qu'on rentre dans une maison, les personnes sont vulnérables, sont en détresse. On rentre dans leur quotidien qui est pas prévu à la base. Ouais. Parce que pas personne s'attend d'avoir soit un dégât d'eau ou un incendie. Mais on est là pour les ramener droite, les sortir la tête de l'eau. Quand tu sors, quand tu as fini ton urgence, puis que la personne te serre la main puis qui te dit merci, c'est la plus belle récompense. Ouais. À ce niveau-là. On essaye de motiver toutes les troupes de ce côté-là. Moi, c'est une main que je le vois. Et autant sur les incendies, quand on sauve des souvenirs, puis qu'on ramène certaines photos, certains cadres de valeur aux yeux des personnes, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Dans leur réaction, hein? Ouais. Et fait que le calme et l'écoute, c'est ce que j'entends. Ah oui, c'est vraiment important de ne pas paniquer, de comprendre les émotions de l'assuré, d'essayer d'être à son écoute et pour être capable de le rassurer. C'est autant les employés que les chargés de projet. C'est pas toujours évident parce qu'on agit tous différemment. Il y en a qui ont un pied d'eau dans le sous-sol, puis il n'y a aucune panique. D'autres, ça va être un verre d'eau, puis c'est la catastrophe. Ouais. Il faut être capable de dealer avec pas mal tout le monde, d'être capable de calmer, de dire, OK, on a la situation en main, on est là pour vous aider, juste à nous suivre, vous allez voir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est toujours là pour répondre. Nous autres, c'est notre quotidien, on est habitués de dealer avec ça. Mais on sait que vous êtes c'est de l'inconnu pour vous, mais pour nous, c'est notre ouvrage à tous les jours. Est-ce que ça, c'est un défi, Mathieu, tu sais, nous autres, c'est notre quotidien. À tous les jours, des milliers de fois par année, on arrive chez quelqu'un de nouveau, puis on revit encore la même situation. Pour l'individu à qui ça arrive, c'est souvent la première fois de sa vie.
former nos équipes, s'assurer que chaque individu pour qui c'est son mécanisme à tous les jours de s'assurer que l'environnement soit sain une fois qu'on parte. On rentre dans notre processus de travail. Est-ce que c'est un défi de former les gens pour qu'ils soient empathiques? Nos employés qui débarquent avec le même mindset que toi, là, est-ce que ça, c'est un défi? Y a-t-il une courbe d'apprentissage? Ça se passe-tu au niveau de l'embauche? Il faut choisir les bons profils, quitte à ce qu'il y ait moins de compétences, puis on les forme techniquement, ou ça prend des gens très, très, très compétents, puis on s'assure qu'on leur transmet de l'empathie. C'est quoi la bonne approche selon toi? C'est de choisir son monde qui comprennent la détresse humaine, qui sont empathiques, plus que former d'avance. Moi, j'aime mieux prendre quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va avoir un sens d'écoute assez fort, d'être capable d'être là pour l'assurer que d'avoir quelqu'un qui est très performant, mais que au bout de la ligne, il fait juste son ouvrage sans se soucier de l'humain derrière le dossier. Mmh. C'est la partie la plus difficile à comprendre. Puis, à force d'en faire, il y en a certains que si tu développes un mécanisme, ça devient inné que tu rentres sur un dossier, veux pas, sont tous différents, mais ils reviennent tous pratiquement pareil, mais faut pas l'oublier qu'il y a toujours quelqu'un en arrière de ça qui c'était pas prévu que tu rénoves. Exact. C'était pas prévu que tu rentres dans son univers. C'est ça que parfois, il y a des techniciens qui l'oublient. Faut les ramener, dire eux autres, là, ils s'attendaient pas à minuit du soir que te voir Exact. ramasser de l'eau chez vous. T'es bien fin, mais t'étais pas tant le bienvenu. C'est Là, en plein ça. Puis ils vivent le chaos, là, ça devient le chaos chez la personne qui est sinistrée. Puis nous autres, on doit arriver avec un peu de calme, comme tu disais. Là. Fait que ça, c'est quand même un défi pour amener ça dans les équipes là, de façon égale et linéaire, parce que les équipes sont aussi des humains qui reçoivent le stress du client. Fait que ça reste, faut toujours être aux aguets, selon moi, pour que les équipes restent à l'écoute. On n'a pas le choix, puis il faut les sensibiliser à ce niveau-là. C'est la tâche la plus ardue. Pour que tout le monde comprenne l'importance de la première approche. Le premier bonjour, quand on rentre dans la maison, est important. Ouais. Tout ça va faire que le client va être en confiance, qu'il va vouloir qu'on travaille, qu'on rentre dans son univers. Si la première approche se fait mal, le client sera pas rassuré, puis on va avoir bien de la misère. On va avoir toute la volonté du monde, mais ça marchera pas. Absolument. Puis il n'a pas pris la décision de rénover. Non, Puis là, nous autres, on débarque, puis c'est ce qui va se passer. Puis, fait quoi, c'est tout un processus. Puis c'est tout un univers, c'est difficile. En nettoyage, c'est fait. L'aspect du nettoyage est beaucoup plus facile que l'aspect de la rénovation après sinistre. Parce qu'en nettoyage, ils sont contents de te voir, ils sont contents que tu sèches, puis le délai il est quand même assez court pour que le dossier soit fini. Mais quand que tu rénoves puis que c'est pas prévu, par moment, tu deviens impatient parce que tu as hâte de retrouver ton chez-toi. ton confort. Oui, ton confort, ton sous-sol, ta cuisine. C'est pas évident non plus à ce niveau-là. Puis chaque humain, on devient impatient. Puis si t'as pas prévu qu'on aille choisir des armoires demain matin pour tout refaire la cuisine, c'est peut-être prévu dans 5 ans, mais pas. Exact. Ou il y a 5 ans. Mois. C'est ça, ouais. Puis dis-moi, qu'est-ce qui fait que pourquoi des Mathieu de ce monde puis des équipes autour de Mathieu choisissent l'après-sinistre plutôt que, tu sais, mettons qu'on parle du volet construction, avec ça, tu sais, dans le domaine de la construction, c'est possible de choisir de la construction neuve, de la rénovation planifiée. Dans 1 an, j'ai tel budget, je rénove ma cuisine, ma salle de bain. Puis il y a des gens comme Mathieu, comme tout l'environnement de Gus, où on choisit de travailler dans un contexte qui est un peu plus difficile. Pourquoi on va là? Pourquoi un Mathieu puis les équipes de Mathieu choisissent ça plutôt qu'un autre modèle de construction?
Je présume parce que c'est une question quand même assez difficile, hein. Mhm. Mais je présume parce que c'est du monde qui aime aider, qui aime relever des défis, aider le monde à se remettre sur pied. Sa construction neuve, c'est sûr que la tâche est beaucoup plus facile. Construction en rénovation, comme un peu nous autres, c'est surtout considéré comme de la rénovation. Ouais. Les murs sont jamais droites, les planchers sont jamais droites. Je sais que c'est un lot de défi pour tous nos ouvriers, mais c'est tout le côté humain, d'après moi, qui fait qu'on se dirige vers là. D'aspect de dire, OK, ils ont eu un incendie, 6 mois après, il y a une maison qu'on vient de rebâtir, ils la récupèrent. C'est la fierté d'avoir accompli de quoi, selon moi. Ouais. Je peux pas répondre au nom de mes ouvriers, là, mais je présume que c'est de quoi d'important pour eux à ce niveau-là. Il doit y avoir de ça. Parce que ça reste un défi. Est-ce que toi, quand tu es rentré au Riverain il y a 20 quelques années, puis quand tu as décidé d'être là à temps plein, est-ce que si tu te ramènes là, est-ce que ce côté, cette volonté d'aider a joué, parce que tu aurais pu continuer à faire des tapis, tu aurais pu choisir autre chose, tu as quand même resté dans le domaine de l'urgence puis du sinistre. Qu'est-ce qui a fait que tu as resté dans cet environnement-là? J'ai essayé de débarquer une couple de fois, mais il y a tout le temps de quoi qui m'a ramené vers le sinistre. Mais moi, si je me ramène dans mes années d'action, c'est tout le temps, c'est parce que la job, c'est pas une job routinière, c'est une job d'action, c'est une job, c'est un emploi là, que chaque jour est différent, c'est pas routinier, c'est rempli de défis. On voit toutes sortes d'affaires, il y a pas de maison pareille. C'est l'univers d'action autour. Il y a une adrénaline quand il y a une catastrophe qui arrive. Hum. Que là, tout le monde est là, tout le monde s'aide, s'entraide, les techniciens s'entraident, tout le monde est là un pour l'autre. C'est l'aspect familial, c'est l'aspect d'entraide qui m'a toujours fait accrocher. Le fait d'aider encore les sinistrés à ce niveau-là, ça a tout le temps été mon dada. J'aime ça. Tu parles de, il n'y a pas une journée pareille comme un autre. On croise plein, il y a des murs croches, mais il y a plein de trucs. J'ai envie qu'on rentre dans les anecdotes, là. C'est sûr, tu as sûrement une anecdote par année. Euh, Qu'est-ce qui est racontable? Ouais. T'en as-tu des drôles, des moins drôles? Qu'est-ce qui est marquant? Parfois, sans nommer, évidemment, ben, tu sais, qu'est-ce qui est marquant parfois dans ton quotidien que tu te serais jamais attendu à croiser dans ta vie, là, tu sais? Ben, c'est la détresse. Des fois, dernièrement, on a fait un gros dossier dans une résidence. C'est la détresse, des fois, humaine qu'on peut voir. Hum. C'est des personnes qui ont emménagé dernièrement dans notre ville. Au lieu de faire des brassées de lavage ou ils accumulaient, rachètent du linge, tout ça. On n'a jamais vu un sol aussi rempli de linge à grandeur jusqu'au niveau du plafond. Le plombier, pour aller fermer la vague d'eau, a grimpé dessus le linge, il a rampé pour aller fermer la vague d'eau. Des fois, on voit de la détresse. On se dit comment qu'on peut les aider, comment qu'on va s'en sortir. Puis on ne comprend pas. C'est difficile de se mettre dans la tête du monde quand ils ont une détresse comme ça. De les prendre en main, on voudrait tous les prendre en main, essayer de sauver, mais des comprendre, mais c'est pas toujours évident Ouais, à ce certains niveau-là. ont besoin de ressources, là, tu sais, De ressources, externes. puis on est limité dans nos actions, on est limité. On veut bien faire pour les aider, mais on peut pas toujours. On a des limitations aussi, des contraintes à ce niveau-là. Puis il faut laisser nos sentiments de côté aussi. Hum. C'est ça qui est plus difficile, de pas être capable d'aider à sa juste valeur certaines personnes qui ont besoin d'aide. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, le mandat, la plupart du temps, vous provient de l'assureur. Oui. Fait que tu débarques, tu fais ce qui est demandé, puis
puis à un moment donné, il faut que tu sortes parce que le mandat est terminé. Là, oui, mais on essaie toujours de pousser pour aider le maximum de personnes à chercher nos réponses plus vite. Les assureurs, c'est des humains aussi. C'est comme dans tout. C'est quand on est capable de faire comprendre de bon sens pourquoi, puis d'essayer de les aider, c'est notre récompense à l'interne côté administratif. Faut trouver un chemin pour aider. On n'a pas le choix de te faire comprendre qu'il faut prendre ce chemin-là pour... puis ils ont besoin d'aide. Ce monde-là, bien souvent, ils ont besoin d'aide. On est là pour leur aider. Autant oui, un assureur est là pour aider, mais des fois, on donne juste une petite poussée pour que ça avance un peu plus vite puis que l'assuré mais qui enlève un pas sur ses épaules. Un peu plus prise en charge, disons. Oui. Est-ce que t'as-tu dans tout ça, dans toutes ces. Parce qu'il y a des choses complexes comme ça, t'as-tu un principe qui te guide dans ça de. Je pense que c'est l'humain, la façon dont tu me parles, mais y a-tu un moment où il faut que tu arrêtes de pousser ou tu lâches prise là, de certaines situations? Qu'est-ce qui guide? C'est la partie la plus dure de lâcher prise. Des fois, on voudrait bien, mais j'ai bien de la misère à dire que je vais lâcher prise. Surtout quand je sais qu'on peut aller plus loin puis qu'il y a une façon d'aller plus loin. C'est bien difficile de dire je vais mettre un stop, il va falloir que je me bats jusqu'à la fin puis dire OK, là, on peut pas aller plus loin pour X raisons, mais je vais m'essayer au maximum. Tout ça est toujours fait dans la bienveillance, toujours dans le but d'aider. Là. En fait, c'est ça qu'on sert. On est là, en fait, on est là pour aider. On répare des maisons, là, puis on répare des sous-sols, mais on aide les gens qui vivent ça. Puis des fois, il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Tu l'as dit tantôt, il y en a qui ont un pied d'eau dans le sol, c'est pas grave. D'autres, un verre d'eau, c'est un petit peu plus dramatique. Puis nous, on n'a pas à juger ça. Là. On a à intervenir. Puis parfois, certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Avez-vous des ressources, pas chez vous, mais dans la municipalité ou travaillez-vous avec des ressources externes? Référez-vous? Y a-t-il quelque chose qui est en place? Non, mais où je les connais pas. J'ai jamais eu affaire. C'est pas simple, hein? Non, c'est vraiment pas simple. Le mécanisme c'est pas simple. C'est sûr qu'à la ville, dans toutes les villes, doivent avoir des ressources. Différentes d'une ville à l'autre. Oui, mais sont méconnues. Sont pas projetées. De notre côté, et j'en connais pas vraiment, à part des travailleurs sociaux. Quand on fait des offices municipaux, je sais qu'ils sont pris en charge. C'est un peu plus facile à ce niveau-là. Ils ont les ressources, mais pour madame et monsieur tout le monde, c'est plus difficile à ce niveau-là de trouver une ressource externe non rattachée pour venir en aide. Ouais. Puis Mathieu, lui, Mathieu Vidal, il fait quoi dans la vie pour décrocher réellement de ce... Tu sais, il doit prendre des vacances de temps en temps. De temps en temps, mais je décroche pas pareil. Tout le temps, c'est ton seul, hein? Souvent. Ouais, Fait que tu fais quoi, mettons, pour décrocher? Moi, c'est ma grosse passion que j'ai découvert, que ma blonde est déçue de me l'avoir fait découvrir. C'est le deck hockey. C'est elle qui m'a initié à embarquer dans une équipe. Puis depuis ce temps-là, j'en mange. T'es l'homme masqué, toi, hein? Oui, je joue 3 fois semaine. C'est ma façon de me vider la tête à ce niveau-là. De sortir tous mes problèmes. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour le moment de me vider la tête, de pas penser à d'autres choses. Quand j'ai fini, je retourne chez nous, je me sens sain, je me sens confortable dans ça, puis je suis capable de faire ma journée du lendemain 3 sans jours. souci. 3 jours semaine. Oui. Dans la même équipe? 3 équipes différentes. Ils ont toujours besoin d'un gardien de but, hein? C'est la ressource principale. Wow. OK. Puis à Trois-Rivières? Oui, à Trois-Rivières. Moi, je fais pas de tournoi, je suis pas assez de haut calibre. Mais j'aime m'amuser, j'aime avoir du plaisir. Tu sais, je suis comme je suis un battant, fait que j'aime pas me faire scorer des mauvais buts. Fait que mes coéquipiers savent que je viens frustré par moi-même. Je suis capable de me blâmer moi-même, même s'ils me disent que c'est pas de ma faute. J'en prends beaucoup sur mes épaules.
C'est une job ingrate, gardien de but, tout le monde le sait. Ouais, c'est la dernière ligne. Même si tes défenseurs le laissent passer, puis toi, tu le laisses passer, c'est de ta faute. Exact, exact. Mm. Fait que ça fait combien de temps? Ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai commencé à jouer. OK, quand même. Mm. T'es un gars qui aime voyager aussi? Oui, on découvre des pays, on essaye de voyager tranquillement. On commence à voyager de plus en plus. OK. Vis-à-vis des pays, on a fait l'Islande, on a fait le Japon, là, on prévoit Paris bientôt. On essaye de découvrir un peu le monde à travers ça. Très cool. Dis-moi comment tu vois. Ben, en fait, au groupe Le Riverain, vous êtes rendu combien? C'est une équipe de combien, ce groupe Le Riverain? En tout et partout avec les 3 bureaux, on est rendu un peu plus qu'une 60aine de personnes OK. qui travaillent dans les trois bureaux. OK. Ça veut dire que vous avez une bonne capacité, puis avez-vous comment vous voyez la suite des prochaines années? Avez-vous des ambitions de prendre plus de territoire ou c'est plus de consolider ce que vous avez en ce moment? Consolider, prendre plus de territoire. Je suis pas sûr parce que je suis un gars qui aime être en contrôle. M'éparpiller trop, j'aime pas ça. J'aime être capable de contrôler mes choses et non de pas être présent. Ouais. De voir où qu'on est. J'ai toujours dit qu'on peut pas être spécialiste dans tout. Mhm. Faut vraiment se spécialiser dans une sphère. Nous autres, on a décidé de faire de la précinisme, mais c'est ça, je veux pas m'éparpiller dans d'autres territoires présentement. Je veux juste être en contrôle puis d'avoir une belle croissance, continuer à desservir le monde en temps, toujours avec des délais raisonnables et être capable de donner du service. Dis-moi, il y a une question qui me vient en tête, là. Il y a, tu sais, dans notre domaine, il y a des pics, là, tu sais, il y a des moments où tout arrive en même temps, puis il y a des moments où il se passe beaucoup moins d'activités. Comment tu arrives à garder tes équipes motivées, mobilisées quand c'est. Tu sais, je comprenais tantôt que tout le monde est bien, bien craqué quand c'est le temps d'aller aider les gens. Il se passe quoi quand c'est plus. Il y a des moments plus tranquilles? C'est la partie la plus dure quand ça tombe tranquille. En construction, ça tombe jamais tranquille. Hmm. Ils ont toujours de l'ouvrage. Une planif, hein? Mais en nettoyage, c'est la facette la plus difficile. C'est ça qu'on a plus de misère. Surtout depuis la pandémie, il y a des hauts, des bas. Il y a plus d'ouvrage stable comme avant. C'est toujours d'essayer de motiver ses troupes. On se garde tout le temps des mini-travaux en entrepôt pour faire travailler notre monde. On fait des projets, on améliore. On se garde tout le temps en réserve certains projets quand ça drop pour être sûr de garder notre monde pour être capable après ça de faire face à la situation. La stabilité d'emploi, c'est sûr que par moment, on devient nerveux quand on voit qu'il y a moins de dossiers. Hmm. On vit avec ça. C'est un créneau qu'on a décidé de prendre, fait qu'on prend le risque aussi en même temps. Ouais. Mais c'est ça. Depuis la pandémie, l'ouvrage est moins stable. On va avoir des pics. Après ça, un mois après, ça va dropper pendant 2-3 semaines. Après ça, ça va remonter. Quand on tombe une catastrophe, là c'est le branle-bas de combat. Ça prend des ressources. Pas mal. Puis on va pas les perdre parce que plus qu'on les laisse chez eux, plus qu'ils ont le temps de chercher ailleurs. On trouve un moyen de les motiver, de les garder, puis d'améliorer nos entrepôts. Tantôt, quand on parlait d'anecdotes, tu m'as dit un pan un peu moins humoristique, évidemment, mais je sais qu'il existe plein de choses drôles qui se passent. On dirait que on a de la pudeur à compter certaines affaires. Y a-t-il des trucs qui te viennent en tête qui se sont passés, qui sont, comme je dis, qui sont comptables, mais qui peuvent faire rire de temps en temps? C'est sûr qu'il y en a régulièrement qui nous arrivent. On essaie d'avoir du plaisir en travaillant. Hum. J'en ai une que quand j'étais tech dans le temps,
en plein hiver. On essayait sur un chemin de campagne. Il y avait une grosse côte pour descendre à la maison. Le camion descendait pas, puis on faisait juste des va-et-vient à tout bout de champ. Donc, quand c'était le temps pour ramener les appareils d'assèchement, moi puis mon confrère, dans le temps, on s'est dit, bon, on va faire des courses pour descendre. Le premier qui arrive avec son ventilateur en bas proche de la maison, on s'est assis sur des boîtes de carton, puis on descendait. Sur le ventilateur? Non, pas sur le Oui. ventilateur dans les bras, OK. sur la boîte de carton. On essayait de pogner la courbe, premier qui arrivait en bas. Oh, malade. On fonçait dedans, puis let's go, Ah ouais. on s'amusait. Oh, la CNESST. Dans ce temps-là, Ah ouais. je n'étais pas employeur, hein? Je suis employé, fait que j'avais moins de conscience à ce niveau-là. Très drôle. Y a-tu d'autres? C'est sûr qu'il y en a d'autres. Ah oui. J'arrive sur un gros dégât d'eau. Je suis le premier arrivé pour ramasser l'eau. C'est au sol, ça m'irait. Je voyais pas l'eau. Elle était à la première marche, mais il n'y avait pas de vague, il n'y avait pas de C'était courant. parfait. C'était parfait, c'était clair. Mon boss dans ce temps-là m'appelle, Martin m'appelle pour me dire bon, ben, peux-tu aller voir, je me souviens plus trop quoi, l'étendue du dommage, s'il y en avait plusieurs pièces, puis moi, je suis au téléphone, tu sais, je veux bien faire, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que j'ai pas de botte d'eau, puis je pense pas qu'il y a un pied d'eau dans le sol. Quand je suis arrivé sur la première marche, j'ai mis le pied dans l'eau, j'ai planté Dans le lac. dans le lac. Il a fallu qu'il m'apporte du linge, je rechange. Oh. Mais Martin, savais-tu? Non, lui, il savait pas. Ben, lui, il était au téléphone. OK, il avait pas vu. Il m'a entendu me planter, là, mais... C'était pas un piège là, que t'attendais. Non. Wow, OK. Mais on en voit de toutes les sortes. J'ai déjà... c'est une décontamination. Je déballe... Tout m'arrive à moi quand j'étais tech. Moi. Mes employés vont bien rire de moi à un moment donné. Je déballe une balieuse flamme en neuf et pas pour faire une grosse décontamination dans une résidence. Je l'accroche sur l'échafaud, mais j'ai peine mal avec mes élastiques. J'ai même pas fait 5 minutes avec la balayeuse avec Cloud. Je me suis fait... disons que j'en ai entendu parler longtemps. Ouais, t'es facile à achaler dans ce temps-là. Hein. J'aurais aimé ça voir la chute. Ah, dans... ça a été mémorable. Il n'y a pas de caméra. Non. Pas à ce moment-là. Dis-moi, dans toutes tes années d'entrepreneur, je te dirais, dans cette période-là, qu'est-ce que... Je vais pas dire quelle erreur ou qu'est-ce que tu as fait à un moment donné que tu as dit ah, ça, c'était pas champion, mais que tu as vraiment, qui t'a permis d'apprendre, tu sais, qui t'a permis de dire ouais, OK, ça, c'était pas champion, mais voici comment je vais le faire à l'avenir pour être plus performant, plus compétent, un meilleur gestionnaire. Tu sais. Quelle erreur de parcours tu as pu faire pour stepper up dans ta game? Je suis très réactif. J'ai de la misère des fois à prendre un pas de recul quand je réfléchis. Je fonce trop vite au lieu de... Martin et Stéphane me l'ont souvent reproché. J'ai travaillé énormément dessus moi à ce niveau-là pour essayer de réfléchir avant d'agir. J'agissais trop vite. Encore, des fois, je dégaine trop vite. Faut que je prenne un pas de recul pour analyser la situation au lieu de sauter aux conclusions trop vite. C'est ça qui est le danger chez nous. Puis en même temps, c'est un peu ça ton travail, dégainer vite pour aller vite aider les gens qui en ont besoin. Ça fait partie, Oui, mais... il faut comprendre la situation aussi avant de paniquer. Puis par moments, faut que je me ressaisisse de dire OK. Puis autant qu'il faut que je calme mes équipes, autant il faut que je me calme aussi de dire OK, on va prendre la situation en main, on va regarder au lieu d'analyser d'un œil à moitié ouvert puis de dire OK, c'est beau. Hein. Là, on reprend le contrôle de la situation. Parce que par moment, on réfléchit pas puis on agit, c'est pas mieux non plus. Ouais, ça peut créer d'autres dommages. Ben ouais, puis des fois, c'est dur à ramener. Ouais, c'est ça. Hein. Mais t'en es conscient, c'est déjà beaucoup. Écoute, dans le... J'ai toujours une question, toujours la même question en fin de podcast, qui est assez claire. Pas simple à répondre, mais quand même. Ça fait 26 ans maintenant que tu es chez, c'est ce que j'ai compris, 26 ans, chez le Riverain.
le Mathieu d'aujourd'hui, du haut de ses 34 ans, ish, US. ouais, du ouais, c'est bon, dirait quoi au Mathieu d'il y a 26 ans quand il a commencé, ou peut-être juste un peu après, là, tu sais, quand il commençait à prendre la place au Riverain? Que dirait Mathieu d'aujourd'hui au Mathieu de l'époque pour qu'il ait un parcours peut-être plus doux ou plus calme ou plus facile, si ça se peut? Je me dirais de travailler aussi fort que j'ai travaillé, d'être dévoué, d'être présent pour aider le monde. À peu près le même parcours, je regrette rien de mon parcours. C'est l'affaire que je me répète souvent par moi-même, puis je dis souvent à mes chargés de projet qui ont passé par les mêmes étapes principalement, de jamais oublier de où qu'on vient, de où qu'on part. Hmm. Qu'on a fait de la job de technicien, on a fait des cadres aussi, de se souvenir des problématiques. Puis c'est le seul conseil que j'ai à me donner, c'est ça, c'est de jamais oublier mes origines dans l'arrière, de pas sous-estimer l'ouvrage qu'elle était qu'ils font Hmm. pour les comprendre puis de les aider le mieux possible à cheminer à ce niveau-là. Merci Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous en dit un peu plus sur le bonhomme que t'es. On se revoit bientôt. Oui, merci de m'avoir accueilli. Un grand plaisir. Merci d'avoir été parmi nous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like et repartager. On se revoit au prochain épisode. Merci.